Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le poil à gratter de la matinée, parce que non seulement je remplace un intervenant qui a dû malheureusement se désister et qui, lui, pour le coup, était un expert de la mobilité, puisqu'il est en charge de l'aéroport international de Genève. Deuxièmement, je suis un ex-banquier et à ce titre, je n'ai pas de crédibilité en matière de mobilité. Et puis enfin, je suis venu vous parler d'immobilité, ce qui n'est pas du tout le titre de cette journée. J'avais une petite dizaine d'années quand j'étais en train de dessiner les plans de ce que j'espérais être ma future maison. Et bloqué à un moment dans le dessin de mon plan, j'ai interrogé mon père en lui demandant « Dis-moi, est-ce que tu penses que je dois ouvrir cette porte plutôt à l'extérieur ou plutôt à l'intérieur ?» Et là, mon père m'a dit un truc que je n'ai pas oublié, la preuve c'est que je vous en parle aujourd'hui. Il m'a dit « Écoute, la première question à se poser dans un cas comme ça est de savoir est-ce que la porte est nécessaire à cet endroit ? Et une fois que tu as répondu à cette question, tu peux t'interroger sur le sens de l'ouverture de cette porte. » Bon, ramené à la thématique d'aujourd'hui, je pense que la vraie question à se poser en matière de mobilité, et à titre individuel, lorsque on prend une décision aussi simple que de dire à quelle heure est-ce que je vais travailler et quel mode de transport j'utilise pour y aller, la première question à se poser est est-ce qu'il est nécessaire que j'aille sur mon lieu de travail pour travailler ? Donc j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue dans le cadre de mon activité bancaire il y a quelques années et qui, à mes yeux, a été très éclairante pour la suite en fait, de mes projets. Vous vous souvenez sans doute de la grippe aviaire qui a sévi au milieu des années 2000 et qui a alerté beaucoup d'entre nous dans le monde de l'entreprise dans le cas où une pandémie massive atteindrait notre pays. Donc en bon banquier que nous étions et prévoyant comme nous le sommes, nous avons décidé de mettre en place un plan d'urgence destiné à, dans le cas où nous aurions l'injonction de ne plus quitter notre domicile pour éviter la propagation de cette pandémie, d'étudier la possibilité de faire fonctionner la banque Lombardier, qui employait 2000 personnes, sans que les collaborateurs ne se déplacent de chez eux. Et un groupe de travail a été nommé. Trois mois plus tard, dans une des réunions de direction, ce groupe de travail est venu rendre les résultats et a garanti au management de la banque que si nous étions dans cette situation de devoir laisser tout le monde à la maison, eh bien nous étions en mesure de faire tourner la banque en situation d'urgence évidemment, en utilisant les infrastructures existantes, les ordinateurs personnels à domicile, tout en conservant un niveau de sécurité extrêmement élevé en vigueur dans le monde bancaire, comme vous le savez. Le rapport a été rendu, les gens ont été félicités, et on leur a dit, bon, bah, écoutez, si ça se produisait, on vous fera signe, en attendant, bonne journée. Et donc là, je suis rentré à mon bureau, et à l'époque, j'avais eu une équipe d'à peu près 60 personnes sous ma responsabilité, qui étaient installées dans des bureaux qui pouvaient en contenir 40, et qui quotidiennement me rapportaient leurs problèmes liés au transport. Une fois, il y avait un accident sur le pont de la Versoix, puis une autre fois, c'était un accident de personne, puis une autre fois, c'était un accident sur le pont de la Versoix. Et tous les jours, quelque part, un événement venait se produire pour chambouler un petit peu la pendularité de ces collaborateurs. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, on a démontré que technologiquement, même juridiquement, on était capable de trouver des solutions dans un temps court. Peut-être qu'en m'inspirant de cela, je vais pouvoir trouver des solutions pour mon activité, pour désengorger et le trafic et les bureaux de mes collègues.
Et donc, dans une réunion suivante, j'ai suggéré d'utiliser en fait ce rapport pour faire une solution pilote pour introduire du télétravail au sein de l'organisation. Et là, j'ai vu 10-20 barrières se lever de la part de l'IT, de l'informatique, de la part des RH, de la part des représentants du personnel, de la part d'à peu près toutes les entités du groupe qui faisaient valoir leurs craintes, leurs peurs à l'égard d'un changement comme celui-là. Donc j'ai pris mon dossier, je l'ai mis sur le bord de mon bureau et sans oublier cet objectif, je me suis dit que j'allais m'y consacrer lorsque j'aurais plus de temps pour le faire. Donc là, on était au milieu des années 2000, et en 2015, j'ai décidé de sortir de Lombardier pour créer un certain nombre de sociétés, de ce qu'on appelle aujourd'hui des start-up, dans le domaine des technologies financières, dans le domaine des réseaux sociaux professionnels. Ça, c'était un peu mon domaine d'expertise, donc c'était assez logique. Mais j'ai gardé une petite place pour mon projet lié au télétravail, et ça, cette société s'appelle Workcocoon, et le logo devrait apparaître derrière moi. Et cette société a été créée en 2015 avec pour objectif principal d'accompagner le monde de l'entreprise dans l'implémentation du télétravail. Et pour donner l'exemple, au moment de la création de ces sociétés, j'ai rajouté dans les contrats de travail une clause qui dit qu'aucun collaborateur de ces sociétés n'a le droit de venir travailler plus de 4 jours par semaine au bureau, le 5e jour devant être télétravaillé, ou que ce soit au domicile de ces personnes, au domicile des collaborateurs, au café, dans un coworking space, à proximité de leur domicile, peu importe, mais pas au bureau. Et d'emblée, j'ai pu dimensionner les bureaux en fonction de ce paramètre-là. Évidemment, c'est une autre paire de manches lorsqu'on parle d'une organisation qui est existante, mais néanmoins, on a pu et on est en train de tester ces formules sur nous-mêmes. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait que tous les composants existent pour introduire la notion de télétravail dans mon entreprise, les facteurs de résistance sont multiples. Et nous nous sommes attelés à la tâche de traquer en fait toutes ces résistances et de trouver une solution ou une piste pour chacune, pour faire tomber ces résistances, encapsuler le tout dans un kit, si vous voulez, que nous mettrions à disposition sous forme de forfait mensuel pour les PME qui aimeraient introduire ce concept dans leurs organisations. Imaginez que nous tous ici, nous rentrions au bureau en disant, bien, regardons qui, dans nos effectifs, de manière objective, pourrait ne rester un jour par semaine chez lui et réaliser le même travail qu'il réalise aujourd'hui. Un jour. Pas 2, pas 5, pas 3, 1. Instantanément, c'est 20% du trafic pendulaire lié à ces collaborateurs qui disparaît. Certes, il y a toute une série de points à traiter pour accompagner ce mouvement, de manière à ce qu'un collaborateur ne se sente pas, on va dire, ostracisé parce qu'il n'est plus dans les bureaux, que son chef ne se sente plus dépossédé de son rôle de cadre parce qu'il n'a plus accès à ce collaborateur. Donc, il y a des solutions juridiques à apporter, des solutions de formation, des solutions de logiciels d'accompagnement, de suivi des dossiers, de suivi des tâches, de suivi du statut d'activité de la personne lorsqu'elle est en dehors des bureaux, des outils technologiques permettant de faire de la visioconférence de qualité à distance, et enfin un petit gimmick assez amusant mais qui a toute son importance,
un cadre, ce que j'appelle un arrière-plan, un background, qui permettent, lorsqu'on est en visioconférence bilatérale ou multiple, de reproduire un environnement professionnel qui ne soit pas la tapisserie à fleurs et l'aquarium du poisson rouge en arrière-plan. Parce que sur une chose aussi bête, un chef d'entreprise n'imagine pas que ses commerciaux interagissent avec des clients et qu'en fait, il fasse profiter de son intérieur à ses clients. Donc, il faut créer un contexte favorable pour que chacun se sente un petit peu rassuré par rapport à cela. Le télétravail n'est pas une coquetterie qui vient en 8e position dans la stratégie de mobilité. Non, non, non. C'est probablement quelque chose qu'il faut mettre au cœur et de dire, voilà, pendant les 25 prochaines années, puisqu'on sait ce qui va se passer pendant les prochaines 25 années, comment va évoluer le travail, comment vont évoluer les mentalités des gens, quelles sont leurs attentes et leurs recherches. Et je parle d'idée, mais c'est un pari comme un autre, qu'une certaine forme d'immobilité, une certaine forme d'ubiquité des individus va se développer grâce aux outils technologiques, en parallèle avec une mobilité accrue aussi, parce qu'il est clair qu'on va peut-être aller 3 fois en week-end à l'autre bout de l'Europe, mais peut-être que dans sa semaine de travail, on va être plus immobile qu'on ne l'a été dans le passé. Donc, aujourd'hui, c'est un appel que je fais ici au monde de l'entreprise, mais aussi au monde politique, intégrer cette notion de télétravail dans les projections futures, parce qu'avec un effort minime, à un coût extrêmement réduit, dans un temps extrêmement court, on peut obtenir un impact extrêmement élevé en matière sinon de réduction, probablement de neutralisation de la croissance de la mobilité qui a été mentionnée tout à l'heure. C'est au cœur, ça devrait être au cœur des préoccupations et du monde de l'entreprise et des politiques. Je lance un petit défi avant le déjeuner. Si quelqu'un a une idée qui permet, en impactant uniquement une journée de travail des collaborateurs de l'entreprise, d'avoir un impact écologique, sociétal, financier, aussi important que cette simple mesure, eh bien, je l'invite dans le meilleur restaurant de Suisse romande. Il me reste quelques minutes, donc j'aimerais juste vous citer un exemple de ce que le volontarisme politique et la contrainte matérielle ou physique peut faire, même lorsqu'on pense que ce n'est pas réalisable. Au moment où je suis sorti pour créer ces différentes entités, un ami monégasque, qui a été associé dans un de nos projets, m'a dit, écoute, viens parler de ces projets à Monaco. Voilà, il y a un certain appétit pour Monaco pour accueillir des nouvelles entreprises. Et donc, j'ai été parler de ce que je connaissais un petit peu mieux, c'est-à-dire les fintech et ces projets digitaux. Puis, par la même occasion, j'ai touché 2 mots de Workcocoon. Et c'est un des projets sur lesquels ils ont le plus, on va dire, percuté. Et j'ai rencontré donc le ministre des Finances et de l'Économie, le ministre des Affaires sociales, et ils m'ont expliqué que depuis plusieurs années, ils négocient avec la France quelque chose d'indénégociable. Monaco, 2 km², 60 000 voitures tous les jours qui viennent de France pour réellement travailler sur le territoire monégasque. Là, je ne parle pas de sociétés de domicile, de sociétés bilan, de vraies activités, et même pas seulement de services. Il y a aussi des activités industrielles, semi-industrielles à Monaco. Des infrastructures rutilantes, neuves, des tunnels dans tous les sens, des parkings à tous les coins de rue. Donc, si vous voulez, pour y aller, c'est possible. Ils ont vraiment tout fait pour ça.
Mais c'est saturé. Et évidemment, on ne peut pas faire circuler 60 000 voitures tous les jours sur une si petite surface. Donc pour eux, c'est vital. Ils ont négocié avec les Français de pouvoir faire télétravailler des collaborateurs français habitant en zone frontalière jusqu'à 66% de leur temps de travail en France, sans tomber sous le coup de la loi du travail française. Autrement dit, Monaco, qui n'a pas de surface de bureau disponible, dont les surfaces disponibles sont à des prix complètement dissuasifs, peut désormais, en ayant ensuite adapté sa loi locale, exploiter son parc immobilier soit en croissant d'autant en termes de force de travail sans avoir à avoir l'équivalent en espace, ou tout simplement en libérant une partie du trafic, en laissant la moitié de la semaine, 1 jour, 2 jours, 3 jours, leurs collaborateurs sur leur lieu de domicile ou dans un espace de coworking à proximité de chez eux. Mais c'est la nécessité qui les y a poussés, et c'est aussi leur persévérance dans le cadre de la négociation, parce qu'on peut imaginer qu'en France, ça n'a pas été tout simple d'accepter une chose comme ça. Et peut-être, parce qu'en Suisse, je crois savoir qu'on a à peu près plus de 300 000 frontaliers qui viennent travailler tous les jours, et je crois que l'économie suisse a largement besoin de ces travailleurs, eh bien, peut-être pourrait-on imaginer une solution où, pour une partie d'entre eux, la nécessité de venir systématiquement jusqu'au centre-ville, à Lausanne, je ne sais pas où, à Lugano, à Bâle ou à Genève, n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue strictement professionnel, et que des accords similaires pourraient être imaginés avec la France, mais bon, ça, voilà, c'est peut-être un rêve. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, et comment je souhaitais, de manière un petit peu, on va dire, un peu à contre-courant de certains points de vue, émettre comme souhait et pour l'avenir en matière de mobilité ou de non-mobilité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Colombin. Je vous invite à rester sur scène avec moi. Non, revenez. Parce que maintenant, ça va être le moment des questions et réponses. Et donc, je vais demander à messieurs Gaudron et Della Creta de venir aussi me rejoindre sur scène. Alors, il y a des hôtesses qui sont dans la salle avec des micros. Vous allez pouvoir poser vos questions. On a environ 15 minutes pour faire ce question-réponse. Ce que je vous propose, c'est peut-être de lancer le débat. On l'a bien compris, il y a quand même une petite provocation déjà dans le titre de cette conférence avec « Work is a thing you do, not a place you go ». Mais c'est peut-être surtout une histoire d'évolution des mentalités. Je pense autant du côté des patrons que du côté des employés, parce qu'il y a ça aussi. Et puis on l'a compris aussi en vous écoutant, messieurs, qu'il y a une énorme question de coût qui est en jeu. Alors j'aurais peut-être voulu avoir vos avis, à vous deux, messieurs, par rapport à ce que vous venez d'entendre, par rapport à la conférence de M. Colombin. On va peut-être commencer avec vous, M. Gaudron. Volontiers, je crois que tout ce qu'on pourra faire pour lisser les pointes de trafic serait une bonne chose. Je crois qu'il faut aussi parfois donner l'exemple. Et on a décidé il y a 2 ans de permettre à nos gens de travailler 1 jour par semaine à la maison, ce qui nous a permis d'augmenter le taux d'occupation des bureaux. On est maintenant à 1,5 facteurs par place de travail, et je crois que ça se passe très bien. C'est parfois agréable d'être chez soi quand on veut travailler sur quelque chose d'un peu pointu. Je le fais de temps en temps, c'est bien. Peut-être des fois plus calme que d'être en open space, par exemple. D'ailleurs, on en est pas mal revenu du concept de l'open space. Monsieur Della Creta, votre point de vue? Alors, 2 aspects. À titre personnel, depuis que je suis devenu enseignant et plus chef de service, j'ai beaucoup plus de liberté d'organisation de mon travail, et c'est vrai que je profite beaucoup de télétravailler, alors souvent depuis des bistrots, ce qui est très agréable. Et puis, vous savez que le canton de Vaud est vaste, et puis qu'il y a plus de population sur l'arc lémanique que dans la région d'Yverdon. Donc j'ai beaucoup de collègues en fait qui sont sur l'arc lémanique,
et des lieux comme pour les Lausannois d'ici, le café de Grancy ou des endroits comme ça sont des lieux où parfois on fait des séances de travail. Donc voilà, à titre personnel, je profite d'une liberté que mon métier me permet aujourd'hui et qui, à vrai dire, est très intéressante pour la qualité de vie, mais aussi pour l'efficacité finalement. Et puis l'autre élément que je voulais donner, alors à part cette anecdote, c'est de dire que vous avez remarqué comme au mois d'août, en ville, on roule bien. Eh bien, le trafic journalier moyen que vous avez au mois d'août, il est de 10% inférieur au trafic journalier que vous avez au mois d'octobre ou au mois de septembre. 10%! Et ça vous change la vie. Alors, peut-être que 10% de télétravailleurs amélioreraient de façon sensible la circulation en ville. Évidemment, il ne faudrait pas que d'autres automobiles viennent à la place. Donc ensuite, il y a une gestion à faire pour éviter que... Voilà. Mais on voit bien qu'il n'y a pas besoin que tout le monde reste à la maison. D'ailleurs, ça serait idiot, parce que où est le contact humain, la rencontre, la créativité partagée entre les collaborateurs d'une entreprise, ça serait évidemment probablement contre-productif, mais l'idée d'un jour par semaine, c'est l'idée de 20%. Et si une partie des collaborateurs fait 20% de déplacements pendulaires en moins, évidemment, il ne faudrait pas que ça soit tous le vendredi, il faudrait que ça se répartisse harmonieusement dans la semaine. Et à ce moment-là, effectivement, je pense que c'est un outil très intéressant pour soulager les problèmes de trafic. Alors laissez-moi peut-être vous poser encore une question, après je passe la parole à la salle. Est-ce que vous pensez que le télétravail, selon vous, c'est la norme du futur ? Oui, plutôt oui. Je pense surtout que c'est une étape. Je pense que la manière dont la relation qui est établie depuis un siècle entre un employeur et un employé est en train d'évoluer de manière assez sensible dans le monde, peut-être pas si vite que ça chez nous. On dit souvent, on surestime ce qui va se passer à 2 ans et on sous-estime ce qui va se passer à 10 ans. Donc, si on prend une perspective assez longue de 10 ans, je pense qu'effectivement, le travailleur va devenir de plus en plus indépendant dans la manière de fournir sa prestation, d'offrir ses services. Probablement que demain, ce qui est perçu comme un épouvantail quand on entend les Français parler de cette possibilité, en réalité, c'est une aspiration que beaucoup de jeunes ont, c'est-à-dire peut-être d'avoir plusieurs emplois, plusieurs employeurs, d'être prestataire pour plusieurs organisations et d'avoir cette facilité, cette flexibilité dans le passage d'un employeur à l'autre, d'une certaine manière. Et par conséquent, vous ne pouvez pas avoir un bureau dans chaque organisation. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une étape qui, par ailleurs, a d'énormes atouts et d'énormes avantages sur tout ce qu'on a évoqué, mais en plus, c'est un premier pas en direction d'une forme de travail beaucoup plus flexible et plus indépendante. Et si je vous comprends bien, c'est aussi générationnel. Ça dépend des gens, mais globalement, c'est générationnel et effectivement, la notion de dire « je vais travailler », il y a travailler et il y a je vais. Donc ça va ensemble. Et pour beaucoup de gens, encore aujourd'hui, il y a la vie privée, mon domicile, mon canapé, et puis mon bureau, mon cactus et la photo des... Voilà. Mais étonnamment, les gens reproduisent un petit peu de chez eux sur leur bureau. Donc voilà, on a pris ces habitudes, c'est tout à fait normal. Et cette génération-là aura plus de peine, évidemment, à fonctionner. Mais il ne s'agit pas d'imposer ça à tout le monde. Mais par contre, et on a eu ces discussions aussi hier soir, et j'ai souvent entendu ça, quelqu'un demande à son chef, dites-moi, est-ce que je pourrais télétravailler parce que ça m'arrangerait, ce serait beaucoup plus pratique, puis j'habite très loin, puis tout ça. Oui, alors, d'accord, mais n'en parlez à personne, hein, parce que ça pourrait créer un précédent. Et comme si c'était, ou bien, oui, alors, on en a parlé aussi hier soir, oui, alors on a un quota de 2 pour cette année, puis l'année prochaine, on en aura 2 de plus. Non, ouvrons les guichets, disons, qui veut télétravailler, donnons-leur des outils, formons-les, encadrons-les, aussi bien au niveau des cadres qu'au niveau des collaborateurs, et ouvrons les portes, parce que ce sera tout ça de gagner pour tout ce qu'on a évoqué. Pour la suite. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
là, une main là. Le micro arrive jusqu'à vous. C'est pas des questions que je voudrais poser, c'est plutôt faire un commentaire. Excusez-moi, monsieur, vous venez de votre dernière intervention, excusez-moi, j'ai perdu votre nom, mais vous avez travaillé à la Banque Lombardier et il y a le contexte législatif. Vous savez que les frontaliers ne peuvent pas travailler, qui résident en France, plus de 20% en France, sinon sont soumis à la loi sur la pure activité. Donc vous avez 2 collaborateurs qui travaillent chez Lombardier, un frontalier et l'autre habite sur le territoire de Genève ou de Vaud, par exemple, sur le canton. L'un pourra faire du télétravail comme il veut, l'autre non, parce qu'il est tributaire de la législation des accords de l'Union européenne sur les conventions sociales, qui ne peut pas travailler plus de 20% sans notre pays de résidence. L'autre commentaire que je voudrais faire, qui me touche un petit peu, parce que je connais assez bien le sujet, c'est la spécificité de certaines fonctions. À l'hôpital de Rhénat, ils sont en train de construire l'hôpital de Rhénat, qui est en train de se construire sur le canton de Vaud. Le nombre de places de parking pour le personnel a été limité pour favoriser le covoiturage. Or, est-il envisageable qu'une infirmière dise à son patient: écoutez, je suis désolé, mais là, je vais vous quitter parce que le nombre de bus a été limité. Je vais prendre le dernier bus qui est, par exemple, à 22 heures. Sinon, je ne pourrai pas travailler chez moi, rentrer chez moi, parce que je prends les bus, je ne prends pas ma voiture, parce que le nombre de places de parking est limité. Donc, tout ce que vous dites, moi, je trouve ça génial. L'évolution des gens, l'évolution des mentalités. Il y a un mot qui n'a pas été utilisé dans toutes les interventions, c'est le bon sens. Le bon sens veut que, pour autant que l'organisation du travail ne soit pas limitée, on se déplace au minimum, on n'utilise pas sa voiture, des infrastructures, on consomme de l'essence. Donc le bon sens veut que, pour autant que l'esprit du management suive, on se déplace au minimum. Mais il y a quand même des fonctions très spécifiques. Je prends l'exemple du monde médical, où le service ne peut pas se faire en télétravail, mais par contre, ça nécessite que les infrastructures suivent, notamment quelque chose aussi stupide que les places de parking. Est-ce que vous souhaitez répondre? Mais je crois qu'il n'y a pas de question. Donc, Non, mais si vous avez un commentaire à apporter. La réponse est le bon sens. Je crois que les pompiers ne vont pas faire du télétravail et puis la police non plus, c'est OK. Pour l'hôpital, il faut trouver une solution pour ce cas-là. Ce n'est pas de mon ressort. même la médecine peut être Ça, c'est assez un autre domaine, sujette à cette pratique. D'autres questions ou commentaires, monsieur, là-bas? Oui, bonjour. Alban Bitz, je représente la société Sofies, société de conseil en environnement, basée à Genève, et on travaille sur un projet Interreg d'espace de coworking, un projet Interreg franco-suisse pour mettre en commun les espaces de coworking sur le territoire. Je fais cette intervention dans l'objectif d'aller manger avec vous éventuellement, monsieur Colombin, voilà. Je pense que c'est très bien de travailler à la maison, hein. Je suis directeur d'une société où la plupart de mes employés travaillent entre 2 et 3 jours par semaine à la maison, ou au Café de Grancy par exemple, dont je fais partie des adeptes. Je pense que travailler à la maison, c'est pas forcément toujours la solution. On le voit avec mes collaborateurs et je pense que ce qu'on essaye de faire avec ce projet Interreg, c'est créer une plateforme en réseau, hein, une sorte de Airbnb du coworking. C'est le projet Interreg qui a commencé il y a des années, mais on a reçu les subventionnements pour un nouveau cycle. Donc, à mon avis, le télétravail est une bonne chose, mais les espaces de coworking, la mise en réseau de ces espaces pour que les entreprises soient capables de rapidement trouver des espaces pour mettre leurs collaborateurs et ainsi gagner la confiance. Parce que de la maison, c'est pas toujours facile d'avoir la confiance de l'employeur, mais quand on est dans un espace où on a toute l'infrastructure qui est en place, ça met beaucoup plus en confiance le directeur d'une société. Voilà.
C'était juste une intervention et peut-être qu'on pourra débattre de cela, M. Colombin, tout à l'heure, lors d'une pause, pour voir si j'ai éventuellement la possibilité de venir manger avec vous. Je crois que le message est passé. Hein. Et je peux juste ajouter un point, Faites. parce que voilà, assimiler le télétravail à la maison est une erreur, et puis assimiler le télétravail à 100% en dehors de l'entreprise est une erreur. Mais c'est un écueil très important, et on a ça presque instinctivement à l'esprit. Donc effectivement, moi ce que je défends, c'est l'idée de un peu de télétravail, mais au minimum un jour, et à la maison si les conditions s'y prêtent, ou ailleurs. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui vous accompagne et qui vous reconstitue de manière virtuelle votre bureau en dehors de votre cadre professionnel. Enfin, vous pouvez être à l'étranger, vous pouvez être en train de voyager à titre professionnel, mais vous pouvez reconstituer cet espace. Puis ce que je voulais aussi ajouter par rapport à cette initiative que je trouve très intelligente, c'est qu'il existe des quantités d'espaces disponibles aujourd'hui qui sont en périphérie de là où les gens habitent, qui pourraient être reconditionnés pour devenir des espaces de coworking. Par exemple, des hôtels de famille qui ne trouvent pas de budget nécessaire ou de repreneurs, des espaces disponibles qui pourraient être repensés. Le café, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il suffit d'apporter 2-3 modifications, un peu de Wi-Fi qui booste et tout ça, pour que, en plus d'une prestation qu'on offre, on puisse effectivement accueillir des gens qui viennent télétravailler depuis ces endroits-là. Donc il y a toute une série de choses qu'on peut imaginer dans le concept de mobilité de proximité, on va dire. On a le temps pour une dernière question. Je vois une main là-bas. Il va falloir choisir, je suis désolée. Alors, ça sera monsieur. Ah oui, ben ça ira un petit peu mieux. Je vous remercie. Donc, au niveau de l'infrastructure, on connaît bien les améliorations que vous apportez pour les voyageurs, mais il y a toute une activité opaque pour nous, simples mortels, pour la maintenance de l'infrastructure. Quel est le delta d'amélioration que vous pouvez faire dans la maintenance de l'infrastructure pour ne pas bloquer trop longtemps des voies utilisées? Et quelles sont vos principales difficultés dans ce domaine? Et la remarque pour M. Colombin, je dirais, pour le télétravail, c'est une chose qui va venir, qui doit venir, qui est très agréable pour les collaborateurs. Et un collaborateur content, c'est du tout bénéf pour la société. Mais dans les sociétés, spécialement les PME, parce que les Google, les consorts, ils ont peut-être d'autres soucis, mais nous, les PME, le nerf de la guerre, c'est un petit peu l'argent, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en fasse. N'y aurait-il pas des solutions pour que quand on amène la possibilité de faire du télétravail à un collaborateur, on ait non seulement la satisfaction du collaborateur, mais du fait qu'on amène une économie au niveau des transports, de la disponibilité des routes et tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on ait un petit retour, un petit feedback de tout ça pour nous y aider? Merci beaucoup. Ok, merci. Merci pour cette question qui est passionnante et qui permettrait de tenir toute une soirée, mais qui permet aussi de rendre hommage à tous les collaboratrices et collaborateurs qui font le maximum pour maintenir le service ferroviaire. Vous savez que chaque nuit, en Suisse, il y a entre 200 et 300 chantiers qui s'ouvrent le soir, entre 9h et minuit. Et il y a chaque nuit entre 700 et 1500 personnes qui sortent par tous les temps pour entretenir ce réseau. Et c'est une activité qui est particulièrement difficile parce que vous avez tous les dangers réunis sur ces chantiers. Quand vous construisez, vous avez les risques du chantier. Hein, il y a un environnement particulier. Là, il y a le trafic. Si vous voyez entre Lausanne et Genève, le soir, on renouvelle la voie, les trains passent à côté à 120 km/h. Donc il y a 1,50 m à 2 mètres entre la machine et le train qui circule. Et puis il y a le courant fort. Donc des mesures de sécurité absolument importantes doivent être prises pour garantir tout cela et ça renchérit les coûts. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter les quantités d'entretien.
Pour maintenir le réseau dans l'état actuel, on devrait renouveler chaque année 210 km de voies ferrées. On est tombé au point bas en 2010 où on n'a fait que 110 km. On a remonté maintenant peu à peu les choses, on en fera dans les 180 cette année, et à partir de 2017, on devrait atteindre ce chiffre de 210 km par année. Alors vous imaginez qu'on a maintenant à peu près 800 km de retard. Combien de temps il va falloir pour rattraper tout cela? Donc c'est des chantiers qui sont très compliqués, une logistique très difficile, et on s'efforce aussi d'avoir de meilleurs créneaux, parce qu'une heure de plus le soir, si je commence à 8 heures au lieu de 10 heures, et je termine une heure de plus le matin, j'augmente la production du chantier de 10 ou 20%, parce que le temps perdu pour préparer le chantier et le fermer, je ne veux pas le compresser. Donc là, il y a vraiment des défis qui sont sur le plan de la logistique, de la production, tout à fait colossaux, mais je crois que le temps imparti n'est pas là. Je pourrais vous parler de la livraison des rails et des autres, du ballast en just in time, ce serait passionnant, mais je crois que c'est un autre débat. Mais merci à tous les gens qui font cela. Merci, M. Gaudron. Et votre réponse, M. Colombin? Bon, alors, merci pour votre intervention. Deux choses. Tout d'abord, sur le coût de l'opération, notre idée avec Workcocoon, c'est que le coût du forfait facturé à une société qui veut utiliser cet outil pour gérer le télétravail doit être inférieur à l'économie réalisée sur les espaces gagnés. Donc ça, c'est le modèle d'affaires qui a été choisi. Puis deuxièmement, les mesures incitatives dont vous parlez finalement, c'est évidemment pas à moi de répondre, mais je pense que ce serait une excellente chose que de retourner vers ceux qui prennent l'initiative de réaliser des économies infrastructurelles, de les remercier financièrement pour cela. Merci beaucoup, merci à tous pour vos questions. Désolée pour ceux qui n'ont pas pu poser la leur. Il y aura encore une session de questions-réponses tout à l'heure. Messieurs, je vais vous inviter à monter pour retrouver les journalistes qui ont des questions à vous poser et je pense qu'on peut les applaudir. Et on se retrouve avec M. Colombin, qui est le responsable de la société Workcocoon et qui notamment a mis sur pied Emerging. On parle de Join the Movement. Vous pouvez nous parler un peu, tout d'abord, bonjour. Monsieur Colombin, vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme que vous avez mis en place, Emerging? Alors, Emerging est un réseau social professionnel dédié aux gérants de fortune indépendants. Dans un premier temps, uniquement aux gérants de fortune indépendants, et puis progressivement, ça s'est ouvert à d'autres professions actives dans ce qu'on appelle le wealth management. Donc c'est aujourd'hui le réseau social professionnel le plus important au monde dans ce domaine d'activité, puisqu'on regroupe à peu près 20 000 collaborateurs dans 60 pays qui gèrent au total 400 milliards de dollars. Et puis j'ai une autre question importante, parce que vous avez parlé du travail à domicile. Je suis concerné étant représentant pour une entreprise. Ça se fait de plus en plus de travailler depuis son domicile pour éviter les bouchons, la circulation, la perte de temps. Alors ça ne se fait pas assez, ça se fera de plus en plus, mais il faut une mobilisation à la fois de l'entreprise, des pouvoirs publics et des collaborateurs eux-mêmes pour inciter l'ensemble du système à favoriser le travail à domicile, le télétravail. Et c'est la raison pour laquelle on a créé une société qui ne fait que accompagner des entreprises qui veulent introduire ça en leur sein. Et puis vous, de votre côté, vous avez pensé quoi de ce forum jusqu'ici? Vous avez été intervenant, mais des autres interventions que vous avez pu entendre? Alors tout d'abord, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, je trouve que les acteurs traditionnels ont une vision très progressiste des choses et que leur manière d'introduire ces nouvelles technologies, ces nouvelles habitudes dans leur modèle est réelle. Maintenant, je me méfie toujours des plans et je demande à voir le résultat dans l'action réelle sur le terrain. Monsieur Colombin, un grand merci pour vos